Le coronavirus frappe et n'épargne personne, ou presque. C'est conscient de cela que le ministre de la Défense a tenu à effectuer cette visite ici à l'hôpital militaire de Yaoundé pour rappeler au corps médical de l'armée et au personnel paramédical que toutes les mesures doivent être prises pour que le Covid-19 ne se rajoute pas aux situations délicates des malades internés dans ce centre hospitalier parce que déjà affaiblis par d'autres pathologies. Plus précisément, les victimes de guerre. Ces militaires blessés sur différents théâtres d'opération où ils étaient en mission commandée pour remplir leurs devoirs avec honneur et fidélité. Appelant ce corps médical à respecter toutes les prescriptions gouvernementales prises dans la lutte contre la pandémie coronavirus, le ministre Joseph Betty Assomo a félicité les efforts fournis jusqu'ici avant d'inviter les uns et les autres à s'apprêter à prêter main forte au corps médical civil sur l'ensemble du triangle national. Je voudrais demander à nos personnels médicaux et paramédicaux d'être moralement armés, à jouer un rôle davantage important dans ce combat au cas où les choses viendraient à se compliquer. Pour faire face au coronavirus, le ministère de la Défense a lancé la production des Kachni. Et c'est ici, à l'atelier central de confection de la réserve logistique des armées créée en 1992 pour la confection des tenues de l'armée, que des hommes et des femmes se donnent à la tâche pour satisfaire la demande. Tout commence sur cette table de coupe consacrée au matelassage. Les maîtres coupeurs commencent par le traçage, évaluent le nombre de pièces, puis passent le relais au maître tailleur qui les porte à la chaîne. Après la couture, le nettoyage prend le relais avant de faire le passage au repassage, puis le conditionnement avant l'envoi à la réserve et la redistribution par le magasin. Ces masques sont confectionnés selon les normes de la norme. La capacité journalière est de 2500 pour le moment par jour. Dans 5 jours, nous pourrons aller à 5000 masques par jour. Ces masques sont constitués de 100% coton et aussi du polyester pour éviter que les fibres ne puissent pénétrer dans les narines. Et puis on a aussi testé ces masques par le ministère par la santé, la direction de la santé militaire. C'est quand ils ont fait un OK que nous avons lancé la production. Une unité de production composée de civils à 75% et le reste de militaires, installés chacun devant sa machine. Une cinquantaine au total, en respectant le port du masque et la distanciation requise. Le ministre de la Défense, en visite sur le site, a effectué le tour des différents ateliers et pris des renseignements pour se rassurer du bon déroulement du travail. Il a encouragé les efforts des équipes, mais également fait quelques recommandations. Nous avons vu les couleurs qui ont été validées par le commandement militaire pour camoufler le vert pour le moment. Par la suite, je crois qu'il y a d'autres couleurs qui sont attendues, telles que le bleu ciel de l'armée de l'air. Je voudrais d'ailleurs vous demander de prolonger les journées de travail. De savoir que vous n'avez pas de week-end. Parce que la pandémie n'arrête pas sa progression. Pour terminer, je voudrais d'ailleurs, au-delà des besoins des armées, vous projetez déjà dans une production qui pourrait également servir aux Camerounais civils. Rappelons qu'au Cameroun, le gouvernement conjugue ses efforts pour lutter contre le coronavirus qui a déjà fait de nombreuses victimes. Le ministre de la Santé publique, l'État du Cameroun continue de maîtriser le virus. Manuel Damalachi l'a fait savoir en fin de semaine dernière en s'appuyant sur les chiffres suivants. 1430 personnes infectées, dont 692 actifs, 120 hospitalisés, 20 sous assistance respiratoire, 668 guéris et 43 décès. Une présentation des faits qui pourrait laisser présager des lendemains meilleurs au Cameroun. On en parle cet après-midi, mesdames, messieurs, avec la seconde équipe. C'est le second fait de cette journée. Denis Kwebo reste des nôtres en plateau. Une fois de plus, bon après-midi, Denis Kwebo. Bon après-midi, Narcisse. Je suis content de continuer dans ce deuxième plateau, puisque je ne suis jamais intervenu sur les questions liées au Covid depuis le début. D'accord.
Également en plateau avec nous cet après-midi, c'est son deuxième passage, Dr Roger Edouard, médecin de la santé publique. Bon après-midi. Bon après-midi, Narcisse. Bon après-midi à tous vos téléspectateurs. Vous gagnez la parole, docteur. Que vous inspirent ces statistiques, ces chiffres présentés par le ministre de la Santé? Ce sont des chiffres plutôt rassurants. Ça veut dire que nous repoussons encore l'échéance qu'on avait tous prédit. Tous les épidémiologistes, tous les experts avaient prédit en ce moment, dans la modélisation de l'évolution de l'épidémie, qu'en ce moment nous serons déjà au pic et nous serons au minimum à 100 000 cas. 100 000 cas actifs et des dizaines de milliers de décès. Donc aujourd'hui, pas seulement le Cameroun, mais l'Afrique semble avoir retardé l'échéance, pour ne pas dire démenti, de ce cataclysme, de cette hécatombe qui est à venir. Mais nous continuons à être vigilants parce que malgré ces chiffres qui sont plutôt intéressants, le coronavirus reste une maladie mystère pour laquelle on peut à la fois en guérir facilement. Vous avez vu le nombre de guéris, presque 700, mais pour laquelle on peut également en mourir très facilement. On a tous des cas. Les gens ont dit j'étais avec lui ce matin, il est mort, j'étais avec tel. Les gens meurent comme ça. Donc ça reste quand même un vrai mystère. Et en dehors donc, de ces chiffres en valeur relative, même en valeur absolue, qui sont plutôt satisfaisants, ça reste une véritable menace. Véritable. Aujourd'hui, ce n'est pas une maladie, mieux vaut avoir une maladie chronique pour laquelle on peut encore envisager, voir le temps de vous rattraper, voire de guérir, voire de gérer. Mais le coronavirus, en quelques instants, peut vous emporter. On peut ainsi perdre la moyenne d'âge des personnes qui décèdent. 80% des personnes qui décèdent ont au moins 50 ans. 20% ont à peu près entre 40 et 50 ans. 8 personnes sur 10 qui décèdent sont des hommes. Et quand vous voyez, moi qui suis dans le domaine de l'entreprise, dans le monde économique, c'est souvent des personnes, entre guillemets, d'expérience, des fortes têtes, des talents qui sont emportés comme ça. Et c'est une énorme perte pour la productivité de l'entreprise, pour le salarié, pour sa famille. Et sur le plan social, ce sont des orphelins qui restent à la société. Autant on doit s'enorgueillir du fait que les chiffres ne sont pas très alarmants, autant on devrait aussi s'interroger. Le Cameroun est deuxième pays le plus touché en zone subsaharienne après l'Afrique du Sud. Est-ce que cela ne devrait pas susciter la peur, la psychose chez les Camerounais? Bien évidemment. Et qu'est-ce qui peut déjà expliquer le fait qu'on soit deuxième à être affecté par la pandémie du coronavirus? Ce qui peut expliquer cette statistique, d'abord au niveau il y a eu un certain nombre de faits qui se sont déroulés. Nous avons à un certain moment vécu la bombe, on appelle ça la bombe, c'est pas aérienne, de cet afflux d'arrivants. On a le célèbre vol du 17 mars. Certains pays avaient fermé les frontières très rapidement. Nous, on a peut-être un peu, parce qu'évidemment, c'est toujours des mesures qui sont extrêmement compliquées à prendre pour rendre. Fermer une frontière, ce n'est pas un jeu.
Et donc, probablement, le temps que les dirigeants prennent la pleine mesure de la menace, on a eu donc ces bombes virologiques qui sont entrées. Et contenir a été beaucoup plus difficile. Vous savez bien que le taux de reproduction du virus, c'est en fait le taux de contamination. Une personne contamine à peu près entre 3 et 5 personnes. Donc, quand ces personnes sont arrivées, la contention dans des zones de confinement, peut-être, je ne sais pas si elle a été optimale. Il y a peut-être eu probablement des contaminations peut-être dans le vol. Il y a eu peut-être des contaminations au niveau à l'arrivée. On a le célèbre cas du gouverneur qui lui-même, je n'invente rien, qui a témoigné que probablement c'est là où il a été contaminé. Je ne sais pas exactement également dans les zones est-ce que c'était des zones de cantonnement ou des zones de confinement? Est-ce que les gens étaient seuls dans leur chambre? Est-ce qu'ils étaient quand même regroupés peut-être dans les restaurants et tout? Est-ce que la contagion, il n'y a pas eu une partie également là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas eu également des fuites? On a eu le cas par exemple du préfet du Fundi qui s'est insurgé. Le fait que des personnes en confinement recevaient des prostituées de nuit. Donc c'était évidemment, il y a eu un certain nombre de ces événements qui se sont déroulés. Donc il y a ça. Ensuite, il y a eu la contamination communautaire parce que un nombre de personnes se sont échappées. On a par exemple on a le cas d'une personne qui s'est échappée de sa zone de confinement et qui allait mourir, je crois, à Bafang ou quelque chose. On l'a retrouvé. Donc, imaginez le temps qu'il sorte, qu'il prenne un transport en commun, qu'il arrive dans son village. Donc, c'est assez difficile. Maintenant, on a également les conditions également de vie, surtout dans les grandes agglomérations. Douala est une ville qui est très dense, où la densité humaine est la plus élevée du pays. Les transports en commun ne sont pas extrêmement fluides. Les gens montent encore sur des motos à 2 ou à 3. Les taxis sont encore surchargés. Les bus sont encore surchargés. Donc, ça n'a pas favorisé la distanciation sociale au début. Et nous avons maintenant le dernier fait. Pendant que d'autres pays ont peut-être choisi le confinement strict, que personne ne sort de son domicile, pour essayer d'aplatir complètement la courbe d'évolution de l'épidémie, le Cameroun, par rapport à son contexte socio-économique, par rapport à la situation, aux risques sociaux, a probablement choisi la méthode de régulation sociale. C'est-à-dire pas de confinement, c'est-à-dire on laisse quand même les gens circuler, on laisse une activité économique basale, mais on essaye de freiner un peu le ralentissement de l'évolution de l'épidémie. Ce qui a quand même un avantage sur le plan économique, c'est qu'aujourd'hui, les activités économiques ne sont pas complètement arrêtées. On n'a pas encore... les gens quand même arrivent à gagner leur pain, mais ça quand même aussi, puisque les gens continuent de circuler, de travailler, favoriser aussi la contamination. Donc, sur ces faits, vous savez, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, il y a un couvre-feu. Au Sénégal, il y a également des mesures de restriction de liberté très strictes. Et le Cameroun est donc l'un des pays qui a donc choisi cette méthode donc, de régulation sociale pour essayer juste de freiner la propagation sans pouvoir détruire son tissu économique. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que l'économie reste quand même un pilier, un déterminant de la santé. C'est-à-dire aujourd'hui, si tout le monde est en confinement, si tout est fermé, si l'économie s'écroule, les gens n'auront plus rien à manger. Et évidemment, avant les troubles sociaux, c'est d'abord la maladie. Si vous n'avez rien à manger, vous tombez malade. Donc je pense que le gouvernement a probablement essayé de jouer, ceux qui conduisent la voiture sur une colline,
et tout ça savent qu'on joue pour sur les deux pédales pour évoluer en côte. Vous jouez, vous appuyez un peu sur l'embrayage, voilà, la montée en côte, vous appuyez sur l'embrayage, vous appuyez sur l'accélérateur, vous jonglez, et tout ça pour quand même faire avancer sans que... D'accord. Voilà, alors, Denis Kobo, le docteur Toa parle du choix opéré par le Cameroun pour contrer la pandémie, le coronavirus, la régulation sociale, alors qu'ailleurs, c'était le confinement total. Bonne stratégie ou pas? Alors, on peut évaluer au résultat, et quel que soit le mot par lequel on va le prendre, on ne va pas dire des choses extraordinaires, parce que si cette pandémie sévissait dans 2 ou 3 pays, on pourrait assez facilement se livrer à des comparaisons faciles. Et là, nous avons le monde entier qui est touché à une pandémie. Et je suis dans une situation de crise humanitaire, de crise sanitaire. Et ce qu'on regarde à ce moment-là, c'est la riposte. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, on aurait eu un cas de coronavirus au Cameroun. On l'aurait eu sans savoir qu'au bout de 2 semaines, des dizaines de personnes seraient contaminées. On a eu des pays comme le Burundi où on a dit qu'il n'y a aucun cas. Pour qu'un beau matin, on vous dise qu'il y a un cas. Lorsqu'il y a un cas de Covid-19 sur une personne qui a été au contact d'une ou 2 autres personnes, vous savez que c'est parti une fois pour toutes. Il y a des pays qui ont décidé de ne pas dire quelle était la situation réelle de la pandémie, parce qu'il y a aussi une gestion politique des crises sociales. Ça, il faut le savoir. On ne va pas vite dire si... je crois que c'est au résultat. Vous avez vu ce que les Américains ont fait. Le président a ironisé, il a parodié, et il continue de le faire. Et vous comptez bien le nombre de morts par jour. Alors, moi, je suis un journaliste porté vers les statistiques, parce que les statistiques peuvent renseigner sur beaucoup de choses. Donc, si on a 25 millions d'habitants au Cameroun, avec 1000 cas, par exemple, de Covid-19, ça veut dire qu'on a un cas pour 250 000 habitants. On peut regarder l'ampleur du phénomène. Si on veut comparer les chiffres, croiser les chiffres, ce n'est pas avec les chiffres d'un autre pays, parce que l'environnement social, le tissu sanitaire n'est pas le même dans les 2 pays. Par contre, on pourrait comparer les chiffres du Covid-19 avec d'autres pathologies qui existent dans le pays et voir comment est-ce qu'on réagit. Donc, ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés très vite sur ces projections sur d'autres pays alors qu'on n'est pas dans le même environnement. Vous avez des pays sahéliens, moi je fais beaucoup de tours dans le Sahel, où les gens sont pratiquement protégés tout le temps. Vous avez chez les Touaregs qui ont toujours leur turban. Au Cameroun, aujourd'hui, tout le monde dit qu'on ne peut pas respirer avec le masque. Il y a des pays où tout le monde est prêt. On a toujours été presque masqué. Quand vous êtes sur une zone où il y a beaucoup de poussière ou de sable, vous voyez que tout le monde est en turban. Vous voyez les militaires maliens, les militaires burkinabés, comment ils s'habillent. Ils sont dans le Sahel et puis ils se protègent. Vous n'allez pas comparer le rythme de propagation du virus dans un environnement où les gens étaient habitués ou prédestinés au port. Il y a des mesures barrières. Il y a des pays où on se salue d'une certaine manière. Donc la propagation ne va pas seulement... On peut apprendre dans l'absolu le fait que le nombre de malades au Cameroun, de positifs au Cameroun aujourd'hui dépasse le nombre de malades de positifs au Gabon. Encore qu'on est là, on a dit qu'on n'a pas atteint le pic ici, tout comme on n'a pas atteint le pic ailleurs, et ce serait tôt de voir, de tirer des conclusions sur cette pandémie-là. Moi, ce qui m'intéresse toujours en cas de crise, en cas de catastrophe, c'est comment est-ce qu'on est en train de réagir. Tout à l'heure, le docteur disait, c'est une méthode, ça c'est une... il y a une volonté qui était pour les politiques camerounais d'utiliser cette stratégie-là pour contenir ou bien venir à bout de la maladie. Parce que le confinement, quand on parle de confinement, on est dans la prévention pour limiter le rythme de propagation. Sauf que le chiffre des guéris, moi les chiffres des guéris m'interrogent. On est là à 50% de personnes, à peu près 50% de personnes infectées qui sont déclarées guéries. Et quand on regarde les chiffres, la courbe de guérison,
il y a de fortes chances que ça évolue toujours de façon assez positive pour le bien de toute la communauté nationale qui se bat contre cette pandémie-là. Donc, moi, je ne prends pas sur moi, n'ayant pas tous les leviers ici ou ailleurs pour comparer l'approche des pouvoirs publics. On sait que le Cameroun n'a jamais connu ce type de pandémie-là par le passé. On a eu autre chose, mais pas de cette maladie qui effraie et qui est une réalité. Parce que il ne faut pas... parce qu'il y en a qui regardent. Quand on dit qu'il y a... Même s'il y a 1 pour 1000 la possibilité d'être contaminé, ça veut dire que le 1 là, ça peut être vous. Donc il n'y a pas la possibilité, il n'y a aucune possibilité de savoir que je ne serai pas contaminé. Et cette simple incapacité à prévoir ou prédire le fonctionnement, le comportement du virus, voudrait que les mesures barrières, par exemple, qui ont été édictées, soient le meilleur médicament pour l'instant. Parce que moins on a de personnes contaminées, mieux la capacité de riposte serait, je dis, adéquate. Docteur, toi? Oui, je voudrais quand même apporter un bémol sur ce que Denis dit. En épidémiologie, il y a ce qu'on appelle des biais d'observation. C'est-à-dire que ce sont des facteurs qui occultent, je vais dire, l'objectivité dans l'observation des statistiques sanitaires. Par exemple, au Cameroun, la France effectue à peu près 25 000 tests par jour. L'Allemagne et la Corée du Sud culminent autour de 500 000 tests. Nous, je ne sais pas, je crois qu'on doit probablement peut-être plafonner à 100 ou 200 et tout ça. Donc, on a quand même, sur le plan de la dynamique du dépistage, quand même quelques retards. Et tout ça qu'il faut quand même qu'il faut noter. Donc, se comparer en se basant uniquement sur les chiffres risque d'être trompeur. Par contre, l'impact d'une stratégie de santé publique se mesure, en termes de mortalité, deuxièmement en termes d'espérance de vie, troisièmement en termes de qualité de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France a choisi le confinement, l'Italie a choisi le confinement, le Cameroun a choisi la régulation sociale. Si on commence par la mortalité, bon, même si on va dire que, parce qu'on a dit, le ministre dans les statistiques, il a dit qu'il y a 53 personnes décédées, et une grande majorité dans la communauté. Extrapolons en disant qu'il y a eu plus du double qui est décédé dans la communauté, hein? Peut-être même 100, 200. Cela reste toujours assez marginal. Ça veut dire que tout ça, ça dit qu'en termes d'impact sur la mortalité, le confinement n'est pas supérieur à la stratégie voilà, qui est utilisée. Maintenant, en termes évidemment d'espérance de vie, on le voit aujourd'hui, la moyenne des personnes qui décèdent en France ou en Italie, c'est dans les 75 ans et tout. Donc, ils vont probablement prendre un grand coup dans l'espérance de vie pour l'après-Covid. Quelqu'un plaisantait en disant que leur système de sécurité sociale vont même probablement prendre un grand bol d'air parce qu'il y aura moins de retraités à prendre en charge. Donc, on ne peut pas dire que leur stratégie va améliorer l'espérance de vie. Troisièmement, sur la question de la qualité de vie. Quelle est la qualité de vie d'un confiné par rapport à celle d'un non-confiné? Celui qui peut quand même sortir un matin, aller quand même faire son travail, aller quand même faire une certaine course et rentrer. Aujourd'hui, en Europe, il y a une montée exponentielle des problèmes psychologiques, mentaux, qui se traduisent notamment avec des dépressions, des cas d'angoisse et surtout des violences conjugales. Il y a le taux de violence conjugale a explosé en Occident. Donc la qualité de vie de cette stratégie n'est peut-être pas aussi meilleure. Donc quand on compare tout ça, il faut quand même, nous tous, moi en tant que médecin de santé publique, parce qu'on appelle, quand à peu près en ce moment, 4 milliards d'humains sont confinés.
Et on s'est dit, si le confinement a marché en Chine, en Inde, à peu près en Inde en ce moment, c'est 1,3 milliard d'habitants, tous confinés. En France et tout, on s'est dit que, on appelle ça en santé publique, public evidence policy, c'est-à-dire que des politiques publiques qui ont marché ailleurs. Donc on s'est dit, si ça a marché ailleurs, autant les appliquer. Mais après, on s'est dit, non, il ne faut pas qu'on applique bêtement les stratégies qui ont été appliquées ailleurs. Il faut peut-être qu'on pense à des solutions africaines, camerounaises, s'il faut le dire comme ça. Et je pense que sur ce coup, je peux le dire, les autorités sanitaires ont été plutôt remarquablement efficaces. Je peux le dire un peu comme ça. Je prends juste l'exemple de la personne la plus en vue dans ce combat, le ministre de la Santé publique, qui s'est montré exemplaire sur à peu près 3 ou 4 points, notamment un sur l'empathie. C'est ce qu'on demande aux dirigeants, d'être empathiques. C'est-à-dire que de partager la souffrance et tout ça des personnes qu'ils dirigent. On le voit évidemment sur les réseaux sociaux il résout un certain nombre de problèmes, un certain nombre de détresse, d'appels à l'aide et tout ça. Il en prend sur lui personnellement et tout ça là de résoudre. On va peut-être dire, certains vont me dire que c'est peut-être du one-man show, mais à un moment, ça apporte quand même du baume au cœur de dire que vous pouvez interpeller une autorité sur un problème et qu'il va pouvoir les résoudre. Donc l'empathie, c'est très important, c'est très rassurant pour le peuple. La deuxième chose sur laquelle il s'est montré exemplaire, c'est sur la question de la communication. Parce que la communication est très importante. C'est de la redevabilité sociale. En anglais, on appelle ça accountancy. Ça veut dire qu'il faut être comptable auprès de ceux que vous dirigez. Il faut communiquer. Il faut leur donner la bonne information. Aujourd'hui, on a eu tel nombre de cas, tel ceci. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes à tel nombre de guéris. Nous sommes à ceci. Voilà l'information. Voilà ce que nous sommes. Voilà, nous sommes à tel niveau. Et en dehors de ces tweets, je pense qu'il y a des conférences de presse quotidiennes au niveau du ministère de la Santé qui rendent compte. Et à ce moment, je pense que mensuellement, et tout ça, le Premier ministre lui-même, il prend la parole pour dire que voilà, et il essaye d'ajuster des mesures. Il a pris 13 mesures, après il a ajouté 7 mesures, après tout ça, et il rend compte. Parlons justement bon, je vais chuter maintenant sur... Ensuite, il y a des questions de lobbying. De lobbying. Vous savez que parfois, l'État est une grosse machine, parfois pour faire bouger et tout ça, pour réclamer du matériel, pour installer, on a vu des hôpitaux mobiles qui sont installés dans les stades et tout. Vous voyez, on a vu une note, par exemple, le secrétaire général de la présidence donner l'autorisation, un feu vert pour acquérir en urgence et tout ça, ce matériel. C'est une compétence également, c'est-à-dire que pour pouvoir négocier, pour pouvoir débloquer un certain nombre de dossiers, nous connaissons tous des grands dossiers de la République qui sont assez coincés. Sur la quatrième chose sur laquelle il s'est montré exemplaire, c'est sur les actions de terrain. C'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain. Il faut être, si les gens ont des problèmes, ils sont arrivés, ils ne savent pas où loger, vous réquisitionnez les hôtels. Si les hôtels sont pleins, vous réquisitionnez les logements sociaux. Après, vous allez sur les logements sociaux, il n'y a pas de commodité, de lit, de chaises, tout ça. On a vu le lendemain, on a apporté tout ça. Donc, sur ce coup, je peux dire que ce soit pensé ou pas, les dirigeants les autorités sanitaires sont montrées plutôt exemplaires sur ce coup. Maintenant, on va peut-être arriver sur notre partie. Il reste un nombre important de problèmes à résoudre. On en parlera certainement tout à l'heure. Et puisqu'on parle du ministre de la Santé publique, il vient juste de poster un tweet, notre communication, et je vais le lire, je vais la lire, cette communication. Nous avons 103 cas, 20 à Yaoundé et 83 à Douala de plus ce jour, soit un total de 779 actifs, 12 sous oxygène et 118 hospitalisés, 786 guéris, 56 décès. Voilà donc les nouveaux chiffres. Le ministre d'ajouter l'observance des mesures et barrières peuvent payer plus que ça. Portons nos masques en sortant, sinon restons chez nous. Alors Denis, je profite donc pour vous demander l'idée que vous faites de la communication
gouvernementale autour de cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus? Ok, tout à l'heure, le docteur voulait parler d'accountability. Oui, accountability. Oui. Merci. Le fait de rendre compte, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je voulais d'abord observer que le gouvernement, au fur et à mesure, a structuré sa communication. Au départ, c'est tout le monde qui parlait, et maintenant, là, nous l'avons dit sur d'autres sujets. Lorsque la parole revient aux techniciens dans un pays ou dans une société, dans une structure, les problèmes sont beaucoup facilement résolus que si tout le monde parlait à la fois. Et parce que c'est le domaine du ministre de la Santé, il n'agit pas à un titre personnel, il agit pour le compte d'un ensemble de spécialistes de son ministère. Il agit aussi de concert avec beaucoup d'intervenants, parce que le ministère de la Santé est en vue parce qu'il s'agit de la santé, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui interviennent dans la chaîne. C'est bon pour une fois que le gouvernement ait compris qu'il fallait que la personne en charge soit la mieux indiquée pour en parler. Et ça marche mieux. Et là, le docteur n'est pas entré en contradiction avec moi. Quand je parle justement, vous avez dit ce que je disais en disant qu'il ne faut pas comparer en se projetant seulement en disant Mali. Non, il y a des éléments sur lesquels on peut fonder une comparaison. Et là, ce que vous avez fait, qui marche, tout le monde constate que ça marche. Et sur le côté empathique, n'est-ce pas, des autorités en charge de la riposte, c'est important. C'est important pour la communication. Parce que lorsque ceux qui communiquent ne sont pas crédibles, quel que soit ce qu'ils disent, ça ne passe pas. On a l'impression qu'il y a une touche personnelle du ministre de la Santé, qui, en réalité, fait corps avec l'ensemble des acteurs pour dire aux Camerounais à peu près ce qui se passe. Et il y a aussi quelque chose de plus important, c'est l'attitude des autres acteurs. Nous sommes des relais de cette communication-là. Tout au long des deux derniers mois, nous avons eu des échanges entre journalistes sur le fait que quand il y a une situation, je parle parce que je travaille sur... j'ai des formations spécialisées sur la communication en situation de crise humanitaire, le fait de polémiquer, et ça a posé énormément de problèmes au Cameroun. Il y a des problèmes qui sont secondaires, des problèmes qui sont périphériques, qu'une certaine opinion s'obstine à mettre à l'ordre du jour, alors qu'il y a des urgences. Le fait qu'il y a même d'autres choses encore plus compliquées qui restent à faire, et on ne peut pas perdre en énergie sur des questions assez tout à fait périphériques. C'est ce qui brouille la communication. Parce que, vous savez, il y a la notion de responsabilité ici est plus forte que sur toute autre question. Vous avez vu, on a des gens qui peuvent passer 3 jours à épiloguer sur un mort. Est-ce qu'il est mort de Covid-19 ou pas? Ce n'est pas important. Il est important de sauver des vies aujourd'hui. Il est important aujourd'hui de limiter la propagation de ce virus-là, qui est un virus extraordinaire. Personne ne parvient à le maîtriser. On n'a donc pas une seule seconde à perdre dans des choses qui ne rentrent pas dans le champ des mesures urgentes. Quand on parle de mesures urgentes, ça ne veut pas dire qu'on a évacué, qu'on a oublié tous les autres problèmes. Il y aura une évaluation au moment du répit. Et pour l'instant, on n'est pas encore au moment du répit. On est dans la phase où on ne doit ménager aucun effort en vue de maîtriser la pandémie. Et sur cela, la communication, il ne s'agit pas de la communication gouvernementale, c'est de la communication tout court. La communication gouvernementale consiste à parler d'une affaire qui concerne le gouvernement. Nous ne sommes pas là dans le cadre d'une communication gouvernementale. Nous sommes dans le cadre de la communication tout court sur une pandémie qui menace le Cameroun et qui menace le monde. Parce qu'au-delà de nous, ça menace tout le monde autour de nous. À ce moment-là, il s'agit donc d'une communication intégrée avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour qu'on vienne à bout de ce défi-là. Si on prend seulement la communication gouvernementale, on aura les problèmes qu'on est en train d'observer. Il s'agit justement, quand je le dis, c'est pour parler aux autres intervenants, pour leur dire que moi j'ai les personnes qui diffusent le plus de fausses informations sur le Covid, c'est certains médecins.
Je n'ai pas envie mais le médecin, celui qui est là, il sait. Il y a des gens qui passent un coup de fil, ils sont en train de boire leur bière au quartier, et le médecin raconte des tas de choses. Il y en a qui disent, bon, moi, cette semaine, si j'ai eu 50 cas sous la main, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que ça... Il faut que chacun de nous... Et quand le médecin dit, j'ai eu 3 cas, celui qui a écouté ça, il dit, ben, mon ami médecin m'a dit, vous savez, moi, je suis... Nazi est sur le front des jeunes avec nous. On dit, ben, on a un ami médecin qui nous a dit qu'il y avait 30 cas. Mais cet ami médecin-là, participe-t-il? Est-ce qu'il sait qu'il a une responsabilité énorme dans la communication qui est faite autour de la lutte contre cette pandémie-là? C'est pas le problème. Moi, j'écoute un spécialiste sur la question. Si tout le monde prenait sur lui d'y aller de cette façon, parce que ça, nous ne sommes pas au moment où il faut essayer essayer d'être subjectif. On ne doit pas être subjectif sur cette question-ci. Et la preuve, c'est qu'il y a des médecins qui meurent, il y a tous les autres qui sont contaminés, des personnels de santé. À ce moment-là, il est important que nous tous, on intègre la dimension nationale de cette communication-là. Et le gouvernement a... sur la question des points de presse que dit c'est important, parce que personne ne dira que le gouvernement n'a pas dit. Personne ne dira que le ministre... J'ai vu des gens qui interpellent le ministre sur Twitter, il répond, ou l'interpeller sur Facebook, il vous répond. Peut-être que cette crise va aider le pays tout entier à structurer les interactions entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Si on procédait comme ça, on n'a pas parlé de la question de l'empathie, si il en était ainsi depuis, on aurait vaincu beaucoup de fléaux, beaucoup de maux dans notre société, parce que chacun des acteurs aura compris qu'il a un rôle à jouer, chacun comprendrait qu'il a une responsabilité à prendre et qu'il a aussi une contribution à faire pour qu'on vienne à bout des défis. Alors, il me souvient, docteur, qu'une fois sur le plateau, vous reprochiez au gouvernement de n'avoir pas associé toutes les intelligentes scientifiques pour une meilleure lutte contre le coronavirus. Alors, j'imagine que votre appel a été entendu. Où en est-on aujourd'hui avec cet appel? Je pense que, sur le plan structurel, je pense qu'il y a un comité scientifique qui vient d'être installé, qui a d'ailleurs édicté un certain nombre de recommandations, notamment sur le protocole thérapeutique national, qui est composé justement de la chloroquine et de l'azithromycine et donne un certain nombre de médicaments adjuvants. Donc, on peut dire que le ministre ou les autorités sanitaires ont commencé à entendre notre voix et à écouter et à s'associer les professionnels. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, cette lutte doit dépasser le cadre de la santé publique et doit devenir, en fait, on doit intégrer des éléments de santé communautaire. C'est quoi la santé? La santé communautaire, elle vise elle doit permettre aux citoyens de prendre en charge, de prendre en charge eux-mêmes leur santé. Et ça, c'est depuis la charte d'Ottawa que d'ailleurs le Cameroun a signé en 1986 sur justement la santé communautaire et qui a abouti justement à l'initiative de Bamako en 1987, qui a abouti à la création des districts de santé. Mais aujourd'hui, ça reste encore incomplet. Donc aujourd'hui, je dis, il faut associer les intelligences scientifiques, il faut associer les sociétés civiles sanitaires, les représentants des syndicats, les représentants d'associations, de médecins, d'infirmiers, d'autres paramédicaux. Il faut associer des sociétés savantes, des organisations à base communautaire. Aujourd'hui, moi, j'ai été médecin-chef partout. J'ai été médecin-chef à Tonga. J'ai été, je crois que c'est dans le... J'ai été directeur de l'hôpital du district à Ngoumou. J'ai fait un peu de terrain. Et nous, on a beaucoup travaillé avec des organisations à base communautaire et des organisations de la société civile. Parce qu'il faut les intégrer. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur Twitter. Tout le monde ne connaît pas le ministre et tout. Donc, la maman qui est là, et tout ça, doit pouvoir prendre en charge sa santé. Mais pour qu'elle prenne en charge sa santé, il faut qu'on lui donne les moyens de prendre en charge sa santé.
Les moyens, par exemple, peuvent être dans l'acquisition des connaissances. L'acquisition des connaissances, justement, ce sont des organisations, ce sont ces pairs qu'on aura formés qui vont lui montrer comment on lave les mains, en lui parlant en patois, comment on porte un masque, comment adapter, comment résoudre un certain nombre de problèmes dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et donc ça c'est très important. Il faut mettre jusqu'aux agents relais communautaires, des gens qui partagent le mectisant, des gens qui partagent les vermifuges. Il faut les intégrer. Ce sont des officiers, ce sont des forces de réserve qui sont absolument sous-exploités, inutilisés dans la lutte. Le ministre lui-même a lâché le mot. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de la contamination communautaire. Et donc, il faut donc mettre en place toutes les stratégies de santé communautaire. C'est des outils, c'est des skills, comme on dit en anglais. Et c'est pas aujourd'hui, le gouvernement, je l'ai dit, a quasiment une moyenne excellente sur les mesures institutionnelles à prendre. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce qu'on a pris aujourd'hui est inférieur à ce qu'on a pris en France comme mesure. Je ne pense pas. Avec peut-être une efficacité en plus. Mais maintenant, au niveau de la santé communautaire, c'est là où il faut descendre. Il faut redynamiser les districts de santé. Et quand je dis redynamiser, c'est qu'en dehors du renforcement du système du district de santé, les plateaux techniques et tout, il y a des structures, il y a ce qu'on appelle des structures de dialogue. Le COSA, comité de santé, comité des districts de santé, comité de gestion. Toutes ces structures doivent être pleinement impliquées, intégrées, tout ça dans la lutte. Donc je ne prêche pas pour la question. Peut-être on va dire que non, le docteur Etoile veut être invité, je sais pas au ministère. Non, c'est pas une question de docteur Etoile, c'est pour que l'ensemble de la communauté, l'ensemble des intervenants du système de santé puissent être impliqués, parce qu'il faut penser déjà à l'après-Covid. À l'après-Covid, si on ressort avec un système de santé, parce qu'aujourd'hui, c'est une crise du système de santé. Aujourd'hui, en termes de faiblesse des plateaux techniques, en termes de faiblesse de la perfusion financière du système de santé. Vous savez qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé ne reçoit à peine 4% du budget national, loin des 15% recommandés par Abuja. Donc aujourd'hui, même en termes du système d'information sanitaire, aujourd'hui le ministre a dit qu'il y a 53 personnes qui sont mortes dans la communauté. Comment on peut avoir des chiffres de tous ceux qui sont infectés, de tous ceux qui se décèdent, l'information ascendante, l'information descendante? Comment on peut renforcer tout ça? Il y a des faiblesses en termes de ressources humaines dans la santé. Aujourd'hui, et tout ça, il faut former des gens à la prise en charge des urgences, à la gestion des risques, à la gestion des catastrophes. Il y a encore, on a vu qu'il y a encore des problèmes sur la question même du médicament. Hein? Il y a eu la polémique sur la chloroquine. Il y a eu un ping-pong entre le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Jusqu'aujourd'hui, pas un seul comprimé de chloroquine n'est encore sorti des usines, à moins que je me trompe. On attend encore de l'extérieur. Donc, on doit renforcer le système national de distribution du médicament. Ensuite, sur les questions de gouvernance sanitaire. Donc, on est très content de voir que les autorités sanitaires sont à l'œuvre. Mais il y a encore un gros travail sur l'après-Covid. Et si on parle d'aujourd'hui, sans renforcer, vous savez, moi je travaille en entreprise. Et mon directeur, le directeur général, sur la crise du Covid, a pris un certain nombre de mesures, et ça, en créant un comité de crise, en renforçant le système de santé portuaire de l'entreprise, je parle de M. Cyrus Ngor, en renforçant le système de santé, en faisant un certain nombre de réflexions sur le centre médico-social, en mettant tout en place pour que l'après-Covid, qu'on a un héritage pour dire que c'est le Covid qui nous avait aidé à mettre ces structures en place. Et c'est ce que nous voulons également à l'échelle nationale. Les cas Cuba et Madagascar, vous parlez-il? On va rappeler que là-bas on parle de grandes avancées en termes de recherche du médicament, à même de sauver l'Afrique du coronavirus. Alors, moi, je peux blesser à la limite les susceptibilités, notamment des médecins, en rappelant que dans une autre vie,
on devrait savoir que je suis un bon médecin dans une autre vie. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais dans mon village, j'étais soignant. Nganga. Pas Nganga, soignant. Je suis quand même, c'est ma spécialité. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut que le docteur rappelle que les structures qu'il appelle de tous ses voeux existent. À l'époque, quand nous étions plus jeunes, il a parlé du district de santé, il y avait un chef du district de santé qui faisait des choses différentes de ce qui se fait aujourd'hui. Même le médecin-chef de l'hôpital dans mon village faisait autre chose que ce qu'il fait aujourd'hui. Il est confiné à l'hôpital, alors qu'on l'a toujours vu derrière, à la suite du chef de district ou du sous-préfet quand il y a des descentes. Et la santé, tout ne se passait pas seulement à l'hôpital à l'époque. Depuis l'école primaire, il y avait tout un lien avec le district de santé, tout un lien avec le médecin-chef de l'hôpital d'arrondissement à l'époque. Ça fait beaucoup d'années. Quand vous allez voir l'organigramme du ministère de la Santé, qui est un organigramme néocolonial, il faut permettre que je parle comme ça, mais c'est un organigramme néocolonial. Ils sont allés regarder à quoi ressemble l'organigramme du pays que vous connaissez. Ils ont mis toutes ces directions-là qui ne sont pas opérationnelles au sens vrai du terme. Vous allez venir à la médecine traditionnelle, vous parlez de Cuba, vous parlez de Madagascar. Alors, on ne peut pas imaginer un pays souverain qui ne peut pas activer un levier souverain pour soigner ses malades. Un pays où les pharmaciens, pour l'essentiel, sont en confusion de rôle avec tous les agents qui vendent les médicaments dans les officines. Vous allez à la pharmacie, vous avez un pharmacien, vous avez toute autre personne là qui se comporte aussi comme n'importe qui vend dans une pharmacie. Ça, c'est vrai aujourd'hui. Vous avez une direction, moi j'ai discuté à l'époque avec le directeur de la médecine traditionnelle, quelque chose comme ça. On était dans un débat public. On avait pris l'exemple de l'autopsie. Quand vous avez quelqu'un qui décède au Cameroun, on appelle le médecin légiste, et sur le certificat de genre de mort, il y a toujours la même chose. Mort des suites d'arrêt cardiaque. Les gens meurent des suites d'arrêt cardiaque comme s'il y avait des morts dont le cœur ne s'arrêtait pas. Ça, c'est typiquement camerounais et francophone. Alors, vous avez un pays des pays où le médecin qui est né à Balengo comme moi, qui a été soigné au village comme moi, vous dit que j'ai le docteur Tafen qui participe en tant qu'expert, l'un des meilleurs au Nigeria aujourd'hui à la riposte. C'est lui qui forme au dépistage au Nigeria, qui est camerounais, qui a fait des études au village et on était allés au Nigeria ensemble. C'est lui qui est parmi les plus grands experts de ce pays-là. Lui-même, il conteste la médecine qu'il a vu naître, la médecine qu'il a soignée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Donc on a réussi, le caractère néocolonial de la formation de la plupart de nos médecins a détruit le pays. Vous avez des médecins qui sont incapables de savoir que en dehors du médecin, il y a d'autres personnes qui participent à la chaîne de santé. Je suis très content de suivre un médecin camerounais parler comme ça. Quand vous voyez, j'ai suivi le ministère de la Santé et de la Santé publique en France. Ceux qui copient ici comme des automates ne se demandent pas pourquoi est-ce que ce ministère-là est le ministère de la Santé et non le ministère de la maladie. Ben, dit santé et santé publique. Ils ont dit ministère et de la santé publique. Donc ça veut dire que c'est des choses différentes qu'il faut intégrer dans. Alors depuis qu'on parle du. Très rapidement, Denis, parce que. On va parler de Madagascar. On va parler de Madagascar. Dans mon village, il y a une opération où l'autorité administrative, avec les forces de l'ordre, sont allées détruire un champ d'Artemisia au prétexte que c'était du chanvre indien. Ça date de moins d'un an ou 2 ans. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait à dessein. C'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Et vous avez des Camerounais qui vont dire que tel est un ganga ou mabou. Moi, je me considère un peu plus qu'un médecin parce que le médecin pose seulement diagnostic, alors que moi, je suis médecin traitant. Je suis pharmacien parce que je peux fabriquer le médicament. Ça, il faudrait qu'on s'achemine vers ça pour que je vais dire un mot sur la question de Madagascar. Je vais dire très rapidement. Oui, rapidement pour dire quoi. Aujourd'hui,
avec l'effet médiatique sur la question de l'artémisia à Madagascar, c'est-on l'impression de découvrir l'Amérique. Mais pourtant, on va signaler que l'OMS a finalement validé ça. Je n'en sais On n'a pas besoin d'eux. C'est pas l'OMS qui va assurer. Je dis rapidement quelque chose. C'est-à-dire, l'artémisia n'est pas une invention lunaire. L'artémisia est utilisée depuis des millénaires en Chine. Et tout le monde, nous tous ici, nous avons déjà utilisé l'artémisia. Et c'est d'ailleurs... Oui, exactement. Ça fait plus de... Parce que ça fait... On a pendant 50 ans... On a pendant 50 ans traité le paludisme avec la quinine et ses dérivés. Et les solutions amères, comment dire. Et la quinine et ses dérivés. À un moment, on a observé des résistances. Et maintenant, quand l'OMS a observé des résistances, on a donc eu, par chance ou tout, on a réveillé donc l'artémisinine qui s'est donc retrouvée donc comme la solution tout ça ultime contre le paludisme. Au début des années 2000, si les gens se rappellent, on ne prescrivait que l'artémisinine en comprimé. Hein? Vous aviez le Codexin. Vous dites que le Madagascar non, vous avez le Codexin. Non, je finis 2 secondes. Oui, on avait le Codexin, l'Artem, un certain nombre de choses. C'est quand, pour protéger le médicament, pour protéger l'artémisinine, pour qu'il n'y ait pas de résistance, l'OMS a demandé en 2017 qu'il y ait des combinaisons. Et c'est donc comme ça là que, par exemple, le Codexin est devenu le Diocodexin, l'Artem est devenu le Coartem et un certain nombre de choses. Je pense peut-être que la communication est incomplète. L'OMS a des craintes que si c'est l'artémisinine qui est le seul joyau, qui est le seul outil, qui est la seule arme pour lutter contre le paludisme, on développe des résistances, alors on sera désarmé parce que le paludisme reste encore la principale cause de mortalité. 2019, le Cameroun, il y a 45 000 personnes qui sont mortes du paludisme, avec une augmentation de 1000 personnes, 1200 personnes par rapport à 2018. Donc ça reste encore quand même la cause de santé publique. Qu'est-ce qu'on retient donc? On retient que je pense que j'aime bien le président malgache, c'est quelqu'un de sympathique et tout. Je pense qu'il a juste tapé un coup de pied dans la fourmilière pour que les gens se réveillent un peu et tout. Mais en faisant des analogies, si Raoul a pris la chloroquine qui soigne le palu pour traiter le coronavirus, moi aussi je prends un traitement qui soigne le palu pour traiter ce même coronavirus. Et donc, mais, je le dis encore, c'est un biais d'observation. C'est un biais d'observation. Le nombre de personnes, c'est-à-dire que la morbidité et la mortalité, elle est très faible. Si moi j'aimerais qu'on teste ce médicament en Italie, en France et tout ça, où l'impact de la maladie est plus fort. C'est pour ça que je reste encore réservé. Je suis content que ce débat soit posé sur la table pour que les politiques publiques en termes de recherche clinique se réveillent. Mais je reste prudent par rapport à l'engouement. Le message est passé. Merci Denis Kwebo, merci Dr Roger et toi. J'imagine que c'était déjà très passionné ici. On espère qu'on en reparlera dans nos prochaines éditions de cet hebdo. On va remercier Eric Gando qui a une fois de plus assuré la réalisation. Tibi Emmanuel, son affaire c'était les caméras ce jour. Il est aussi assuré le son tout comme Eric Gando. Rediffusion de cet hebdo ce soir dimanche 20h30 depuis demain lundi 13h30. Restez fidèles, mesdames, messieurs, le programme se poursuit. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.